Bienvenue aventuriers et aventurières. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances-Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportés dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Voyagez avec nous aujourd'hui vers les contrées fascinantes du Japon, où les histoires se tissent au rythme des relations humaines et des défis linguistiques. Dans cet épisode du podcast, nous avons le privilège de recevoir Camille, qui a osé plonger dans l'aventure du PVT Japon suite à une perte de sens à la fin de ses études. Laissez-vous emporter par son récit, où chaque jour est une découverte et chaque interaction est une leçon précieuse. Elle répondra à une question essentielle. Faut-il parler un minimum le japonais pour vivre pleinement son aventure au pays du soleil levant ? À travers des anecdotes et ses expériences personnelles, notre invité lèvera le voile sur les subtilités de la communication nippone et explorera les multiples facettes de cette culture unique. Elle partagera ses moments de joie, de surprise et parfois de confusion, mais surtout, elle inspirera celles et ceux qui envisagent de partir au pays du soleil levant grâce au permis vacances-travail. Que vous soyez un amoureux de la culture japonaise, un aspirant expatrié ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur la beauté envoûtante de ce pays fascinant, cet épisode vous transportera dans les rues animées de Tokyo, les temples ancestraux de Kyoto et les paysages pittoresques du mont Fuji. Konnichiwa, Camille. Ohayo. Ah, donc konnichiwa, c'est pas vrai, c'est pas ça. Si, mais c'est plus familier. Ohayo, c'est plus salut, donc je me permets, pour être un peu plus familière et voilà, sympa, j'ai dit Ohayo. Et bah d'ailleurs, est-ce que tu nous as choisi un mot japonais ou français pour nous résumer ton expérience de PVT ? Alors, c'est pas un mot en soi, c'est une expression. C'est l'expression mono no haware. Alors, littéralement, ça voudrait dire la douceur amère d'un bref moment nuancé de la beauté transcendante. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais en fait, c'est l'idée que la beauté, elle est éphémère et c'est justement ça qui fait la beauté de la vie et qu'il faut apprécier. Et je pense qu'un exemple assez marquant en fait de cette philosophie japonaise, c'est donc hanami, c'est la contemplation des cerisiers, donc des sakuras pendant leur floraison en mars-avril. Et en fait, justement, c'est une activité qui est très prisée des Japonais parce que on adore ça. La floraison dure que quelques semaines et c'est ça qui est beau, c'est éphémère. Et je pense que ça résume bien mon PVT dans le sens où je vois des choses magnifiques. C'est quelque chose qui est limité dans le temps. C'est une expérience d'une année. J'en suis très contente et c'est ça aussi, c'est cette éphémérité de l'expérience qui me fait d'autant plus apprécier la beauté du Japon. Ok, donc est-ce qu'éphémère serait une bonne traduction pour résumer ton expérience ? La beauté de l'éphémérité, si je peux être plus précise. Merci à toi. Au Japon, en 2020, c'était 1800 places disponibles pour les PVTistes, donc pas énorme si on compare à d'autres pays. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ton expérience en tant que PVTiste au Japon, c'est elle qui t'a permis de mettre les pieds au Japon pour la première fois ? Alors non, en fait, j'avais déjà été en vacances 2 semaines, donc en 2019-2020, puisque j'avais fait le Nouvel An là-bas. Mais j'avais fait que Tokyo et Hakone, donc c'est une ville un peu vers le mont Fuji, à 2 heures de Tokyo. Donc ça m'avait clairement laissé sur ma faim et c'est pour ça que j'ai voulu aussi y revenir en PVT. Et pourquoi avoir choisi, parce que je sais que tu y es allé directement après tes études, mais pourquoi avoir choisi ce moment précis et pas avoir attendu par exemple de mettre un peu d'argent de côté, tu sais, le fameux CDI, le Graal, mettre de l'argent de côté et ensuite partir pour ton expérience ? Je pense que justement, c'était un moment parfait parce que j'avais la chance déjà de pas être endettée. J'ai conscience que déjà, c'est un statut qui est assez avantageux. J'ai pas d'enfants, j'ai pas acheté de maison, j'ai pas de prêt remboursé. Donc, en fait, j'ai rien qui, entre guillemets, matériellement et financièrement me retenait en France. Donc, en fait, c'était le moment parfait. Et je savais que justement, en fait, si je m'engageais dans une carrière avec un CDI, ça allait me bloquer parce que souvent, on nous dit, ah, non, si, en fait, tu pars de ton CDI pendant une année, après, en fait, un peu les échelons que tu as gravis, faudra repartir de zéro. Donc, justement, en fait, c'était le bon moment. J'étais diplômée, j'avais un peu fait tout ce qui avait été toujours attendu de moi, voilà, aller à l'école, avoir mon diplôme, etc. Donc, c'était le bon moment. Et financièrement, en fait, j'avais eu de la chance parce que j'avais pu continuer à travailler pendant le Covid. Comme je dépensais rien en confinement, ça m'a fait des sous. Juste avant mon PVT, j'ai travaillé pendant 4-5 mois et ça a pu aussi me financer. Est-ce que tu penses que c'est ton voyage au Japon qui t'a donné envie d'y retourner ? Comme tu l'as dit un peu plus tôt, il te manquait quelque chose. Pourquoi ne pas avoir peut-être envisagé un autre pays ?
Bah, j'ai toujours été, très attirée par la culture japonaise. Je sais pas pourquoi, enfin, je pense que c'est un pays, on peut le comprendre vraiment qu'en y restant un certain nombre de temps et déjà, j'ai bien conscience qu'une année, ce sera jamais assez pour, percevoir justement la profondeur de la culture japonaise. Mais je pense que c'est vraiment un voyage, qu'il faut faire en profondeur, sinon, en fait, on peut saisir un peu que la culture superficielle, qu'on peut voir, en fait, de l'extérieur et qui nous est un peu, transmise en France, mais qui n'est pas, en fait, forcément la vraie culture, du Japon. Est-ce que tu avais peut-être profité du confinement pour apprendre quelques bases du japonais? Alors j'avais, commencé à apprendre, donc les hiragana et les katakana, toute seule. C'est ça en fait pendant l'été, au début du covid. Donc c'est un peu les deux premiers alphabets japonais et après j'avais pris pendant quelques mois des cours, mais c'était 1 heure et demie par semaine donc clairement, voilà, je savais lire en fait, mais je ne savais pas, ce que je lisais. Je pouvais, comprendre les sons, que je lisais sans pouvoir, mettre un sens, aux mots que je lisais. C'est déjà quelques petites bases, j'ai envie de dire, comparé à moi. Est-ce que, tu aurais d'autres conseils peut-être de préparation? Est-ce que tu t'es préparé un minimum en dehors du fait que tu économisé quand même un peu d'argent? En tout cas, je m'étais préparée dans le sens où c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc, en fait, je pense que je m'étais pas dit: «Ah, je vais me préparer spécifiquement pour le PVT», mais en fait, ça faisait des années que je m'intéressais à la culture. Mais je pense qu'avant de partir pour, une aventure, comme celle-ci, c'est quand même assez important de s'être renseigné sur la culture et en tout cas le choc culturel qu'on va peut-être devoir affronter pour éviter justement de commettre, des impairs, ou justement, en fait, d'être irrespectueux sans le vouloir. Parce qu'en fait, il y a tellement une différence de culture que ça me paraît vraiment, essentiel en fait de connaître, certaines règles tacites. Du coup, pour essayer de te familiariser avec la culture, en dehors du fait que tu avais fait un voyage, est-ce que tu as lu des livres, écouté des podcasts, lu des blogs? Comment tu t'y es prise? Bon, je pense comme beaucoup de personnes, la première fois que j'ai un peu été, confrontée à la culture japonaise, c'était via les animés, donc quand j'avais 5, 6 ans. Donc forcément, ça m'a appris, beaucoup de choses puisqu'en fait, il y a plein de scènes de la vie quotidienne. On voit justement, bah, tous les festivals, plusieurs règles de comment on se tient à table et cetera. Donc je pense que regarder, consommer en tout cas beaucoup de biens cinématographiques, ça m'a aidée. Après aussi pendant mes études, j'ai fait des études en sciences sociales et sciences politiques. Donc le Japon, dans certaines matières, ça a pu être un cas d'école. Par exemple, en droit, j'avais étudié un peu, tout ce qui était, leur système de jugement, par rapport, aux violences sexuelles et en fait, comme c'est totalement l'opposé en France, on voyait aussi une certaine culture. En fait, c'était de la sociologie et de l'anthropologie aussi, par rapport à la justice. Donc en fait, mes cours m'ont aussi permis, de comprendre en fait, la culture japonaise, mais plus d'un point de vue, socio-culturel. Est-ce que tu pourrais nous replonger en arrière et nous parler de ce moment où tu as pris ton envol justement pour le Japon et ton atterrissage, comment ça s'est passé? Bah, il y avait beaucoup d'excitation. Bah, aussi, un peu, enfin, je pense que ça a fait ça à beaucoup de gens, mais de se dire, «Waouh, qu'est-ce que je fais?» Enfin, là, je pars au Japon, enfin, il y a aussi un peu, «Waouh, je fais un truc, quoi». Je pense que c'est un peu indescriptible, mais c'est aussi des fois pour se prouver des choses à soi-même et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais c'est en mode: «Qu'est-ce que je fais?» et en même temps, j'adore ne pas savoir ce que je fais. Est-ce que tu avais prévu d'arriver tout de suite trouver du travail? Est-ce que tu avais déjà trouvé un logement avant de partir? Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement toutes ces petites démarches auxquelles tu as dû faire face? Alors, moi, il faut savoir que je suis partie avec une amie. Déjà, donc on est partis à 2, on a pris l'avion ensemble et cetera. Elle, elle avait déjà vécu au Japon 1 année, elle avait été étudiante là-bas. Donc en fait, ça a été ma coloc pendant 2 ans et demi en France et on avait monté ce projet ensemble en disant qu'on allait, se remettre en coloc, 1 année au Japon, dans le cadre d'un PVT. Et donc en fait, ce qu'on s'était dit, c'est: on se prend un hôtel pour 2 semaines en arrivant à Tokyo et on a 2 semaines pour régler, bah, tout en fait. C'est-à-dire trouver un logement, trouver un travail et un peu réussir à se construire les bases d'une routine. Donc, c'est-à-dire qu'en arrivant, ça n'a pas été, forcément tout de suite, «Oh le voyage», voilà, c'était pas, les 2 premières semaines n'ont pas été très, intéressantes ou marrantes puisqu'en fait, c'était beaucoup de paperasse et d'administratif. Mais au moins, on a vraiment pu partir, sur des bonnes bases. On a réussi à avoir un appart, on a dû le meubler nous-mêmes, voilà, on a dû faire tout l'administratif, mais au moins c'était fait. Et comment on gère justement tout l'administratif lorsqu'on ne parle pas japonais? Alors on est patient, on utilise beaucoup, Google Traduction et aussi pour ceux qui ont la chance de connaître déjà des personnes sur place, on envoie des messages à ses amis, on dit: «Bonjour, est-ce que tu pourrais venir m'aider à passer un super après-midi, super fun à la municipalité, pour passer, 3 heures, à remplir, des papiers en écrivant mon nom et mon prénom?» Voilà. Leur papier, il y a aucune traduction en anglais ou autre? C'est que du japonais? Tout l'administratif, en fait, on doit le faire, à la mairie qui est la plus proche de notre lieu de résidence et moi, au début, mon lieu de résidence, c'était, pas dans le centre de Tokyo, donc c'était, on va dire, plus une mairie, de banlieue, donc tout est en japonais. Mais par exemple, maintenant, ma mairie, de référence, c'est celle de Shibuya, donc dans le centre de Tokyo et là, les choses sont traduites en anglais. Mais ça dépend vraiment, en fait, des mairies.
Et bon, ça c'est unique et particulier à ton cas, mais du coup, dans ta municipalité, donc là, tu disais, c'était traduit en anglais. En ce qui concerne les employés, parce que j'imagine que tu as dû certainement échanger avec certaines personnes qui travaillent dans cette municipalité. Est-ce qu'ils sont aidants pour t'aider à compléter ces documents? Pas vraiment. Est-ce que tu peux nous dire? Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Je pense aussi que déjà, c'est un métier pas marrant. Il y a quelque chose qui m'a assez choquée, c'est qu'en fait, c'est des lieux, enfin, un peu en open space, et il y a pas de fenêtre. Et je pense que passer sa journée dedans avec, voilà, des horaires de japonais, moi, j'en veux à personne, si, j'arrive à 17 heures et qu'ils sont pas forcément les plus souriants possibles. Des fois, j'ai senti que c'était un peu, «Oh non, il y a les étrangères, je parle pas anglais», donc c'est un peu on essaie de se refiler la patate chaude. Mais c'est pas en fait, je l'ai pas vraiment pris en mode c'est méchant, c'est plus je sens que je vais pas être compétent, je veux dire, on va avoir des difficultés. Est-ce que toi, tu peux pas plutôt aller t'occuper de leur cas, etc. Donc, des petits regards entre collègues, je les ai vus en mode, toi, tu peux aller les voir, mais comme nous en France, ça m'est arrivé dans des emplois où j'étais la seule à parler anglais et tout le monde venait me chercher pour parler avec des clients anglais. Donc, c'est ça. Et sinon, après, moi, je les ai trouvés très aidants, patients, forcément. Des fois, on doit parler avec Google Traduction, donc c'est long à chaque fois de devoir écrire les messages, de parler. Et voilà, avec de la bonne volonté et de la patience, on y arrive toujours. Je pense que c'est un point très important que tu dis et avoir de l'empathie, c'est très important dans ce genre de situation. Donc, c'est un bon rappel pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui envisagent peut-être d'aller au Japon. C'est effectivement d'y aller avec de la patience et puis beaucoup d'empathie, du coup. Donc, bravo à toi, en tout cas, d'avoir eu cette attitude. Donc, une fois que tu as trouvé ton logement, est-ce que tu as tout de suite été à la recherche d'un travail ou tu as attendu un petit peu pour explorer un peu plus le Japon? Je me suis direct mis en recherche d'un travail. En fait, j'avais même commencé en même temps que la recherche de logement. Enfin, en fait, j'avais tout cherché en même temps. Donc, pour trouver du travail, je m'étais mis en fait sur plein de groupes Facebook. Donc, j'avais pas forcément de prétention. Enfin, en fait, au départ, j'aurais aimé forcément essayer de trouver un travail qui avait un peu un rapport avec mes études et avec des missions qui m'intéressaient. Et donc moi, c'était plutôt la culture, ma formation, et j'ai vite compris que ça serait pas possible vu mon niveau de japonais. Et en fait, ça me dérangeait pas. J'étais aussi là, pour faire des rencontres. Et ça me dérangeait pas d'avoir un peu, des métiers, voilà, comme j'ai fait, en fait, des boulots étudiants, quoi. Ça, il y en a plein, plein sur Facebook, et aussi, en fait, en se rapprochant de la communauté des Français, on arrive vite à réseauter, on arrive vite, en fait, à trouver des contacts. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappée, dans toutes mes expériences à l'étranger, c'est à quel point, en fait, entre personnes de la même nationalité, on est solidaires et on s'entraide. Et quand tu arrives et que tu dis, tu es une petite jeune et tu arrives, tu dis: «Je cherche un emploi, je suis nouvelle sur Tokyo». Mais en fait, les gens, ils t'aident énormément, ils te passent des contacts. Voilà, moi, j'avais dit que je voulais bien faire des babysitting, je voulais bien faire des, cours du soir, du soutien scolaire, et en fait, on m'a contacté, on m'a dit: «Ah tiens, j'ai entendu tel parent d'élève qui cherche quelqu'un», et ça se fait, en fait, assez facilement, et les gens sont très aidants. Oui, beaucoup de bienveillance parce que du coup, ils sont passés par là aussi, ils sont passés par ces étapes à chercher du travail, etc. Donc, si on s'entraide tous les uns les autres, au bout d'un moment, ça mène au succès, quoi. Voilà, c'est ça. Toi, tu disais que tu es passé par des groupes Facebook, par les expatriés. Est-ce que tu penses du coup que ne pas parler le japonais, ça t'a... Enfin, t'as loupé des opportunités, donc t'as donné un petit exemple que tu aurais voulu rester dans ton domaine d'études. Est-ce que tu aurais pu trouver des petits jobs étudiants qui t'auraient permis d'être un petit peu plus en contact avec la langue japonaise? Oui, en fait, je pense que, bien sûr, que ça m'a fermé des portes en termes d'emploi, de pas parler japonais. Après, ça m'a pas empêché, en fait, de travailler dans des milieux, où justement on parle japonais, parce que j'ai travaillé dans un festival de cinéma où, en fait, quasi mes collègues parlaient tout le temps japonais. Alors, je pense que je n'ai pas été d'une grande aide pour eux, mais au moins j'ai amélioré énormément ma compréhension orale. Donc, en fait, j'ai quand même pu être confrontée à du japonais. Également, je bossais dans un magasin où, en fait, la moitié des employés étaient des Japonais ayant vécu en France et parlant en français, et l'autre moitié étaient des Français qui parlaient japonais. Donc moi, j'étais un peu au milieu de tout ça, et en fait, ça m'a quand même permis d'avoir des expériences avec des Japonais. Et sinon, je pense qu'au niveau des opportunités qui seraient pas professionnelles, il y a toujours, des petites choses que, on va dire des petits moments de vie qui font plaisir, forcément que j'ai peut-être loupés. Je pense notamment, j'ai des amis qui parlent mieux japonais que moi, et en fait, ça arrive des fois, on est en randonnée au milieu de la montagne et on croise une petite mamie japonaise qui discute avec nous, et en fait, j'ai des amis, voilà, elles finissent la randonnée avec la petite mamie, et en fait, elles deviennent meilleures amies et elles parlent de tout et de rien. Ça, forcément, c'est ces petites choses qui font un peu la beauté du voyage. Je pense qu'il y en a quelques-unes que j'ai loupées à cause de ma très, très faible maîtrise de la langue, mais en même temps, c'est le jeu, je le savais, et ça m'empêche pas non plus de profiter.
Oui, j'imagine que ça doit peut-être te motiver un petit peu plus à reprendre peut-être un bouquin et étudier un peu plus, non? Bah, oui, mais après en fait, c'est bizarre, mais je ne trouve pas trop le temps. En fait, j'ai l'impression que presque je progressais plus quand j'étais en France qu'au Japon. Enfin, je pense que je progresse beaucoup plus en compréhension, ça c'est vrai, écrite, orale, on en a enfin, je c'est partout autour de nous. Les fois où je parle japonais, en fait, c'est un peu toujours les mêmes conversations puisque c'est dans des cadres, très précis comme au restaurant. Donc ça m'aide pas forcément en fait à, entre guillemets, «à diversifier mon vocabulaire et mes sujets de conversation», mais ça aussi c'est ma faute. C'est parce que j'ai priorisé certaines choses, dans ma routine, dans mon quotidien. Je regrette pas, mais c'est juste que je trouve pas le temps de tout faire. Alors quand tu parles de ça, moi du coup, je pense tout de suite à une conclusion, donc on va voir si elle est vraie, mais tu peux me corriger. Est-ce que du coup, tu priorises peut-être le travail parce que la vie sur place est assez chère et que du coup, bah, tu as des factures à payer? Il y a ça, mais je pense que enfin, bien sûr, voilà, il faut toujours travailler pour payer les factures entre guillemets, mais je pense qu'aussi c'est vraiment j'essaie d'avoir, des expériences. Par exemple, je vis à Tokyo, donc Tokyo, c'est tellement grand, donc j'essaie toujours d'aller visiter de nouvelles choses, ça bouge toujours. Donc en fait, bah, je finis de travailler à 17h et bah, en fait, j'ai déjà rendez-vous avec, une amie pour aller à telle exposition, pour aller au restaurant et j'essaie quand même d'entretenir une certaine, vie sociale, puisqu'en fait, moi, je venais aussi ici pour essayer de construire une routine. Justement pour essayer de m'intégrer, donc en fait, j'essaie vraiment enfin, j'accorde une grande importance à garder une vie sociale, active et aussi à visiter. Ouais, donc clairement, c'est assez logique, hein, ce que tu dis au final. Les journées ne font que 24 heures, sachant qu'on en dort déjà 8, c'est pas évident de gérer tout ça. Est-ce que tu aurais un moment embarrassant à nous partager ou peut-être tu tenté de te faire comprendre en japonais, mais ça s'est pas du tout déroulé comme tu l'avais prévu? Alors je me suis, tapé une sacrée honte. Bah, pour ceux qui connaîtront, peut-être, donc à Shibuya, c'est un peu le passage piéton un peu, très célèbre donc, dans le centre de Tokyo et il y a le Starbucks en fait central donc, voilà, si on veut un peu caricaturer, c'est vraiment un peu le lieu central de la ville. J'étais au Starbucks et j'ai voulu aller aux toilettes et je commençais en fait à apprendre les kanji, donc qui sont un peu les caractères qui résument les mots et j'avais appris, ouvert, fermé et cetera et là, je vois en fait un bouton vert au niveau des toilettes avec un kanji que j'avais vu, le matin. Je me dis: «Ah génial, c'est le bouton pour ouvrir la porte». Puis c'est vert, donc forcément ça fait sens, c'est pour ouvrir. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton et c'était en fait l'alarme qui s'est déclenchée dans tout le Starbucks. C'est sauf que en fait, quand je suis arrivée, il y avait pas trop d'étrangers encore, donc je me suis retrouvée avec la seule étrangère qui parlait pas japonais à avoir déclenché l'alarme et avec, voilà, sous le regard médusé des gens et moi j'étais en mode, «Sumimasen», donc ça veut dire désolé, je savais pas quoi dire. Après ils ont très vite compris que j'avais pas fait exprès, mais j'étais tellement désolée et surtout je me suis dit: «Mais depuis quand les boutons d'alarme ne sont pas rouges et sont verts?» Donc voilà, c'est une erreur que je ne referai pas et que je ne souhaite à personne de refaire, même si c'est une anecdote assez drôle et au final, je pense que les gens, ils étaient juste en mode: «Bon, bah, c'est encore une étrangère qui s'est trompée, quoi». Est-ce que du coup, tu as réussi à comprendre pourquoi ils utilisent pas le rouge? Non, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, mais je pense que, bah, forcément le kanji que j'avais dû le confondre et il devait dire, bah, na enfin, alarme ou un truc comme ça. Donc en fait, normalement les gens sont censés savoir qu'il faut pas appuyer sur le bouton, s'il y a pas, besoin. Bon, alors attention de ne pas appuyer sur les boutons verts, ça peut être dangereux. En parlant de différences, justement, est-ce que tu aurais 3 différences, culturelles majeures que toi tu as observées et qui peuvent déstabiliser une personne étrangère à la culture? Alors, oui, moi je pense qu'il y a une des choses qui m'a le plus surprise, en arrivant, c'est bon, les transports en commun, c'est un cliché qui est assez, quand même, courant. Le fait que en fait, tout le monde, bah, se suive en fait, on fait la queue pour entrer dans le métro. Par exemple, moi, un truc qui m'avait vraiment étonnée, c'est, dans les escaliers, il y a des sens, donc pour monter et descendre et des fois, en fait, là où il y a les flèches pour monter, donc c'est plein et il y a personne, du côté des flèches pour descendre. Donc techniquement, on pourrait passer parce que même ça gênerait pas vu que personne ne souhaite descendre et les gens quand même font la queue pour, la partie où il faut monter et on se faisait la réflexion avec mes amis parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent en fait, le fait que ce soit ordonné comme ça dans les transports, très calme, très carré. Moi, bah, après c'est très personnel, mais je me disais en fait quand on est dans les transports en commun, si on ferme les yeux, en fait on entend les bruits de pas. Enfin les bruits de pas sont encore ordonnés et je pense que si on regardait ça d'un point de vue omniscient, ça ressemblerait un peu à une dystopie. Donc je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient, mais je pense que, peut-être c'est voilà, mon côté français, mais j'aime bien le chaos. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait assez étonnée et notamment voilà, ce silence. Ensuite, je pense qu'une deuxième différence culturelle, c'est les passages piétons. Le fait que même techniquement, on n'est pas censé traverser si c'est rouge,
Mais là, des fois, c'est la nuit, il y a personne, le feu est rouge, bah, on peut pas traverser quand même. Donc des fois, c'est assez frustrant et on m'a expliqué et ce qui en soi est totalement légitime, c'est en fait, ils veulent pas qu'il y ait des enfants qui nous voient traverser au rouge, même si nous, en tant qu'adultes, on sait qu'il y a pas de danger parce qu'en fait, ils pourraient reproduire le mauvais exemple et même si c'est la nuit, ils pourraient nous voir d'une fenêtre et cetera. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas le faire. Et je pense à un dernier choc culturel qui m'avait choqué la première fois où je suis venue, c'est, les onsen, où on doit se mettre tout nu et en tant que Français, bah, on n'a pas trop l'habitude de se retrouver tout nu avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc je pense que ça, c'est un bon choc culturel au départ. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est les onsen? C'est les bains collectifs, en fait, c'est des bains chauds, à partir de sources naturelles, donc qui sont non mixtes pour la très grande majorité et c'est vraiment, en fait, des moments, de détente et qui font, partie intégrante de la culture japonaise. On y va, voilà, souvent pour se détendre et il y en a plein, vers le mont Fuji. Ça fait rêver jusqu'à ce que tu dises: «Il faut être tout nu». Mais en vrai, c'est pas dérangeant et même je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que juste la première fois, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est différent. C'est différent. Tu sais, on parle souvent du choc culturel. Là, tu nous as donné des différences qui sont quand même à prendre en considération, surtout lorsqu'on vient d'Europe. Est-ce que toi, tu parlerais justement de choc ou c'est juste surprenant et ça t'a pas vraiment déstabilisé? Je pense que moi, ça me dérange un peu quand les gens ils qualifient des différences avec des adjectifs qui soient amélioratifs ou péjoratifs, parce que je pense que des fois c'est un peu ethnocentrique et c'est juste c'est des différences. Bah, après choc, je pense pas que ce soit voilà. Pour certaines personnes, ça peut l'être. Il y a des choses qui sont très différentes, mais voilà, faut juste se dire que c'est différent. C'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien. C'est juste une autre manière d'appréhender en fait des choses. Est-ce que tu penses qu'on a certains clichés et est-ce que tu voudrais justement essayer de changer un petit peu la donne là-dessus? Alors moi, il y en a 2. Par rapport à ça, en fait, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte en étant sur place, c'est qu'en fait, quand on est en Europe ou au Canada, enfin en Occident en tout cas, les images qu'on a du Japon, donc en fait, quand on dit Japon, on pense aux fleurs de cerisier, aux temples, au mont Fuji et cetera. Mais en fait, ce ne sont que des images du Kanto, donc c'est-à-dire la région de Tokyo, et du Kansai, la région d'Osaka, Kyoto, Nara, Kobe. Et en fait, en voyageant, j'ai vu des paysages et en fait, si on m'avait dit il y a quelques mois que c'était le Japon, jamais j'aurais cru. Et en fait, comme c'est un pays qui est, on va dire, allongé, il y a des paysages, en fait, que en tout cas, moi, je n'avais jamais vus dans tout ce qui est documentaire, reportage ou film à propos du Japon. Je pense notamment à, bah, au point le plus au nord, au point le plus au sud, puisqu'en fait, donc l'île la plus au nord, Hokkaido, c'est très proche de la Sibérie. Et en fait, par exemple, la ville principale, ça m'a fait penser à des grandes villes américaines, un peu type, voilà, Vancouver, Ottawa et cetera, parce que c'est sous la neige. C'est vraiment, une ville où on vit, en fait, en sous-sol avec le métro et cetera et en fait, la seule différence, c'est que les écritures sont japonais. Mais vraiment en termes de paysage, moi, ça m'a assez étonnée et j'avais fait un échange en Islande auparavant et en fait, des fois, ça ressemblait à l'Islande et pareil pour l'île au sud, à Okinawa. En fait, Okinawa, c'est même plus proche, en fait, de Taïwan que de Tokyo. Donc c'est vraiment plus, en fait, une île tropicale et c'est une ancienne base, américaine, donc il y a vraiment une culture américaine qui est très présente. Ça sent, notamment, beaucoup au niveau de l'architecture. Des fois, ça ressemble, en fait, à l'Indonésie et on sent aussi, bah, c'est à côté de Taïwan, donc il y a une influence et vraiment je n'avais jamais vu, en fait, ces paysages quand on me parlait du Japon. Donc ça, c'est vraiment un des premiers un peu clichés. Voilà, le Japon, c'est pas que les temples. Enfin voilà, tout ce qu'on voit de Tokyo et Kyoto, en fait, c'est tellement grand, il y a tellement en fait, il y a même presque du régionalisme. Je sais pas si on peut dire ça au sens que les gens cherchent à affirmer autant leur culture, mais en fait, chaque région a sa propre culture, sa propre nourriture, sa propre danse et ses propres paysages. Et aussi un autre cliché que j'aurais aimé un peu, entre guillemets «démonter», c'est, j'entends souvent, des gens dire: «Ah, c'est pas possible d'être ami avec des Japonais», voilà, enfin de rencontrer des Japonais et cetera. Moi, je pense que c'est faux. Il y a beaucoup de manières, en fait, de rencontrer, des personnes, au Japon. Je pense que c'est toujours, encore une fois, mais ça, c'est pour tout, être patient, voilà, pas mettre, de jugement de valeur, en fait, sur des différences de comportement. En fait, s'être aussi renseigné avant et surtout aussi pas faire des généralités parce que, souvent, des fois, je lis, «Oui, les Japonais, sont timides, les Japonais sont coincés». Non, en fait, en faisant pas l'effort, en fait, d'aller rencontrer les personnes, du coup, en répétant ça, ben, on continue à perpétrer des clichés qui sont faux. Voilà, je voudrais insister sur ce point-là. Moi, j'ai des amis japonais. Bien sûr, je pense qu'il y a des Japonais qui ont déjà vécu à l'étranger, donc leur vision du monde ne sera pas la même. Mais c'est tout à fait possible d'être ami avec des Japonais au Japon et sans que ce soit forcément, discuter que de la météo, comme des fois, je l'entends. Comment tu t'y es prise, toi? Est-ce que du coup, tu as essayé de rencontrer des Japonais à travers d'autres expats ou est-ce que tu les as rencontrés dans les bars? Est-ce que tu as participé peut-être à des événements spéciaux? Alors, il y a un peu de tout. Après, je pense que je suis quand même de nature extravertie, donc peut-être qu'il y a peut-être plus de facilité.
Donc des fois, c'est des amis d'amis. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont métisses, donc on les appelle les halfeux, half comme, en anglais et donc par exemple, ça va être des Coréens japonais, des Japonais indonésiens. Donc en fait, c'est via aussi d'autres cercles d'expatriés que j'ai pu les rencontrer et aussi en fait, juste des fois, voilà, je vais en soirée, je vais dans des bars et il y a des gens avec qui, le courant passe bien, on s'ajoute sur Instagram et après on se dit: «Bah, si on se prenait un café?» Et aussi, je pense, un dernier exemple marquant, c'est, en fait, j'avais une prof de japonais en ligne. Dans nos en fait, on faisait de l'expression orale et on discutait trop bien. Je lui ai dit: «Mais viens, on prend un café une fois» et maintenant, c'est ma pote, quoi. Ouais, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers les autres et de leur proposer justement d'aller boire un café, mais c'est super. Il me semble que tu m'avais parlé aussi que ce qui t'avait surprise, c'est que on a tendance à peut-être vouloir se faire que des amis japonais, mais justement, il y a d'autres personnes à travers le monde. C'est une population assez riche, d'autres pays aussi? C'était bien ça? C'est ça. Alors c'est pas le Japon, c'est pas non plus très multiculturel, mais en tout cas, à Tokyo et dans d'autres grandes villes, en fait, il y a beaucoup d'autres, en fait, expats, d'Asie et notamment d'Asie du Sud-Est. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis, indonésiens et par exemple, ben, avant en Europe, je n'avais jamais rencontré d'Indonésiens, donc c'est aussi, en fait, l'occasion, de découvrir, en fait, des personnes qui ont une autre culture, qui peuvent justement t'apporter un regard différent. Il y a beaucoup de Coréens, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Indiens. Donc en fait, c'est aussi voilà l'occasion de rencontrer des gens qui sont étrangers, mais qui sont pas forcément que français. Est-ce que tu voudrais nous partager une chose surprenante qui peut arriver fréquemment lorsque l'on vit, au Japon? Je pense que quelque chose qui peut nous surprendre, c'est les tremblements de terre parce que en vrai, c'est bon, je vais pas dire que c'est pas non plus toutes les semaines, mais c'est quand même assez régulier. Mais c'est vraiment quelque chose, bon après, il faut pas je pense qu'il faut pas trop en rire parce que c'est quand même grave, mais j'en ai déjà ressenti plusieurs et c'est vraiment des trucs, c'est minime, quoi. Donc c'est en mode: «Ah, il y a eu un tremblement de terre juste là». S'il y a une petite secousse, ça arrive assez régulièrement. Oui, d'ailleurs, j'invite toutes celles et ceux, on mettra les liens dans la description de l'épisode. Il y a plusieurs articles justement qui traitent des tremblements de terre au Japon sur le site PVTiste, parce que justement le Japon se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. Au final, on peut lire que c'est quand même, ils ont le taux de vulnérabilité face aux catastrophes naturelles qui est bien inférieur à celui de la France ou au Canada, parce que justement, ils sont conscients de tous ces dangers. Et ce qui est super important, je crois que tu m'en avais aussi parlé en coulisses, c'est de se familiariser avec les actions à effectuer en cas de tremblement de terre. C'est ça. Bah, je pense que j'invite tous ceux qui veulent se rendre au Japon à un peu lire, les informations se trouvent facilement. Il y a un dossier entier, donc sur le site PVTiste, un peu toutes les consignes de base. Mais en tout cas, voilà, de pas s'inquiéter. Les Japonais sont formés aussi depuis leur enfance. Chaque année, ils ont un peu des voilà, comme nous, on avait des, entraînements pour s'il y a un incendie. Eux, ils ont ça, mais version tremblement de terre. La population, ça a été prouvé, plein de fois qu'en fait, justement, ils sont très solidaires, qu'ils aident. Et après, c'est aussi conseillé, voilà, de savoir là où on doit se retrouver en cas de catastrophe naturelle le plus proche de chez soi. Donc ça, c'est juste un petit truc à regarder, mais voilà, les Japonais sont préparés, la population, elle est bien rodée depuis longtemps. C'est un danger, il faut pas l'ignorer, mais c'est pas quelque chose qui doit vous faire stresser. Mmh. Tu vois, finalement, c'est peut-être pour ça qu'ils sont autant, tu vois, ils respectent les règles, les directions des flèches et cetera. Toi, ça te perturbe un petit peu, tu préférais le chaos, mais je pense que dans ce genre de situation, justement, tu ne veux absolument pas le chaos et peut-être le fait de vivre comme ça, de façon très ordonnée, ça peut aider dans ce genre de situation. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Ouais, et beh, justement, j'avais lu un article d'Anthropo qui disait ça, donc enfin, en tout cas, un chercheur avait justement vu qu'il y avait aussi, ben, en fait, cette vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. En fait, ça les oblige justement, à respecter, en fait, ces règles, quoi. Si je devais te demander une chose que tu aurais aimé savoir avant de partir, quelle serait-elle? Alors moi, je sais que j'aime bien justement découvrir tout sur place. Bon, peut-être, je sais pas, j'ai eu de la chance ou je sais pas, mais moi, je pars du principe que chaque problème a une solution. Donc même si des fois, voilà, je me suis peut-être retrouvée dans des situations, j'étais là: «Ah, j'aurais peut-être dû plus prévoir» et cetera. Au final, bah, je suis très contente d'avoir pu apprendre des choses. Après, bon, bah, vraiment des petits détails nuls pour la blague, mais je pense qu'il y avait des choses que j'avais pas trouvées sur internet qui allaient manquer en France. Par exemple, un petit truc nul, mais qui me manque, c'est le fait que je ne trouve pas ici de chocolat de cuisine. Donc je suis obligée de demander à mes amis qui viennent me voir de m'en apporter. Ça, c'est une chose que j'aurais peut-être aimé savoir pour faire des stocks avant de venir. Mais sinon, je pense que c'est bien aussi, de découvrir, en fait, sur place et d'apprendre éventuellement de ses erreurs. Clairement. C'est pas évident de savoir ce qui va nous manquer tant qu'on n'en a pas manqué. Parce que genre du chocolat de cuisine, je ne pense pas que ce soit le genre de choses auxquelles j'aurais pensé. Mais c'est vrai que ça manque, surtout si on va faire des bons gâteaux au chocolat. C'est ça. Avec du recul par rapport à ton expérience aujourd'hui, quels sont les peut-être deux, trois conseils ou peut-être un seul, peu importe, que tu donnerais à quelqu'un justement qui envisage de partir en PVT au Japon? Comme je le disais, je pense que c'est important de s'être renseigné sur la culture pour vraiment éviter de faire des faux pas et d'être, sans faire exprès, en fait, irrespectueux.
Je pense que c'est du bon sens et en fait une marque de respect de quand on va dans un autre pays, de s'être intéressé un peu à la culture. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais par exemple, faut pas planter ses baguettes dans son riz, sauf que c'est quelque chose, si je le savais pas, j'aurais pu le faire sans faire exprès, parce que c'est signe en fait de mort. Donc voilà, les gens sont assez superstitieux. Pareillement, il y a avant d'entrer dans les temples, bah, il y a certaines règles comme nous, ben, dans les lieux religieux en France, ben, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, etc. Donc je pense que c'est toutes ces petites choses, il faut s'être renseigné avant. Si on se trompe, c'est pas grave, mais je pense que c'est quand même important de faire l'effort. Bien que le japonais, je pense, voilà, je suis un exemple. Une très bonne maîtrise, c'est pas essentiel pour profiter de son expérience parce que voilà, enfin, moi, je veux dire, je suis très heureuse, il y a pas de souci. C'est quand même, je pense, un plus, surtout si on cherche du travail. Donc, je pense que ça vaut le coup aussi avant de partir d'avoir quand même, un peu regardé, quels sont les principaux, kanji de la langue et savoir un peu se présenter, commander au restaurant et trouver son chemin. Excellent conseil, je pense. C'est vrai qu'il faut pas jouer la carte de j'ai l'air d'un touriste, donc c'est bon, ça passera. Si on envisage de s'installer au Japon, il faut savoir aussi s'adapter à la culture, donc très bon conseil. Alors avant ton départ, on n'a pas trop abordé le sujet, mais moi je sais qu'avant ton départ aussi, tu avais une certaine quête de sens. Avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu arriverais à mettre une explication sur pourquoi cet éloignement t'a aidé dans cette quête justement? Et est-ce que tu penses qu'à l'inverse, si tu étais resté en France, tu aurais pu finir par trouver ces mêmes réponses ou pas? Alors, je pense que le PVT, ça permet 2 choses. Déjà, d'avoir du temps. Parce que moi, je me suis rendu compte, on est quand même assez poussé à être productif. Être productif dans tout, je parle pas forcément dans le travail, je pense aussi, bah, pareil dans les amitiés. Enfin, moi, c'est peut-être aussi un de mes problèmes. Mais, je pense quand on habite dans des grandes villes, peut-être des gens se reconnaîtront, mais en fait, on est là: «Ah ben, on doit manger au resto avec telle personne. Après, il faut absolument sinon, si j'ai pas vu mon ami depuis 3 semaines, il faut enfin voilà, il faut entretenir les relations, donc faut être assez consumériste et assez productif, ce qui est épuisant et au final, on ne prend pas forcément de temps pour soi. Donc je pense que le PVT, voilà, ça m'a aidé à avoir du temps un peu pour, mes projets personnels, pour aussi réfléchir à ce que j'aimais, ce que je voulais plus. Donc voilà, le temps, c'est vraiment quelque chose que m'a permis cette expérience. Après, est-ce que j'aurais pu avoir ça en France? Je dirais oui et non. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est de sortir de sa zone de confort et des fois de se mettre un peu dans l'embarras. Je pense que voilà, il faut se mettre en difficulté. Après, voilà, ça fait un peu discours bateau de développement personnel, mais je pense que c'est vrai et surtout d'être confronté à des points de vue qu'on n'aurait jamais eu. Voilà, moi, je pense beaucoup bah, dans la manière d'appréhender le travail. Moi, je vois ici la culture du travail, elle est totalement différente et ça m'a un peu remise en question sur certaines de mes certitudes et mes biais qui étaient un peu ethnocentriques. Donc je pense que c'est bien. En tout cas, casser sa routine, ça permet vraiment, je pense, de trouver un peu plus de sens et en tout cas de définir ce qu'on veut pas et de se rendre compte aussi des chances qu'on a dans la situation qu'on fuit peut-être. Est-ce que le Japon t'a permis peut-être de tester des activités que tu avais pas envisagé tester à un moment donné et qui t'ont permis de découvrir des passions, différentes que celles que tu avais avant? Alors j'aurais aimé, mais je pense que non. Je pense, enfin, alors c'est pas une activité, mais aller au onsen, c'est bête, mais je pense que comme du coup, ben, régulièrement, je dois me mettre nue avec d'autres personnes, donc c'est pas forcément un loisir, mais c'est une activité. Je pense que ça aide beaucoup, en fait, par rapport à son acceptation, par exemple, de son corps. Je pense que moi, c'est une très bonne chose, bah, que depuis leur enfance, en fait, on voit des corps avec, bah, plein de morphologies différentes et cetera. Donc ça, je trouve que ça aide à être à l'aise avec soi-même. Donc je sais pas si ça pourrait répondre à ta question, mais c'est une activité que j'aurais pas fait en France et qui, je pense, m'aidera sur le long terme. Après, pareil, c'est pas une activité, si tu t'attendais peut-être à ce que je dise une danse ou de la musique, désolée, j'ai pas, ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais travailler dans un environnement, dans une culture du travail japonaise, je pense que c'était aussi très enrichissant, bah, justement pour vraiment s'immerger dans la culture, voir tous les codes tacites. Et en fait, c'est un peu, moi, je sais que c'est pas, je vais pas dire que je le prends comme un jeu, mais je pense que comme je compte pas faire carrière au Japon, je le prends pas aussi sérieusement. Donc, je le prends vraiment comme une expérience de découvrir la culture. Si des fois, voilà, je me trompe, c'est pas grave, parce que je ne joue pas ma vie. Et donc, je pense que c'est une bonne chose pour s'immerger dans la culture. Non, mais tu as clairement, répondu à ma question. Une dernière que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que partir avec ton amie t'a quand même aidé dans cette aventure? Est-ce que tu serais quand même partie si elle ne partait pas? Alors, je pense que ça m'a aidée, oui. Comme en fait, j'ai déjà vécu avant 3 fois à l'étranger, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais par contre, en fait, c'est elle qui m'a parlé du PVT. Je connaissais pas avant et donc je pense que je ne serais pas partie puisque en fait, je ne savais pas que je n'aurais pas su que ça existait et je pense que partir avec quelqu'un, je pense que c'est bien des fois de partir seule, mais moi, ça m'a aidée, bah, déjà, bah, aussi pour des fois un peu se entre guillemets «se bouger» parce que
Des fois, on remet à plus tard, etc. Quand on est à deux, forcément aussi, on doit des comptes à quelqu'un et je pense que c'est une bonne chose. Donc, ça m'a aidé aussi, voilà, un peu à me bouger pour la constitution du dossier. Monter un projet avec quelqu'un, voilà, c'est fun. Ensuite, s'il y a un coup de mou, il y a quelqu'un qui est avec toi, il y a quelqu'un qui parle ta langue, qui te comprend. Et aussi, on affronte l'administratif à deux. Et ça, c'est chouette. On est deux cerveaux pour réfléchir quand des fois, on ne comprend pas. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent partir tout seuls, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai rencontré plein de gens sur place qui sont partis tout seuls. C'est juste moi, ça a été plus confortable et surtout en tant que personne qui n'aime pas trop être seule et qui est extravertie, donc qui aime bien être entourée toujours de personnes, c'est un confort, mais je pense pas que ce soit un frein et une obligation pour profiter de son PVT. Au niveau du coût de l'appartement, est-ce que ça aide financièrement d'être en colocation? Oui, mais après je pense c'est des choix parce que nous du coup on s'est mis en coloc, mais il y a des gens que je connais qui sont dans des share house, donc c'est un peu des colocs, mais on choisit pas ses colocataires. Enfin moi quand je dis coloc, c'est vraiment je prends un appartement et je choisis la personne avec qui j'habite. En fait, ils payent moins cher mais voilà, en fait c'est un peu, je pense, c'est des choix de vie, mais oui ça aide pour notamment les factures de Wi-Fi parce que c'est cher là-bas. Je pense que ça c'est un avantage non négligeable. C'est vrai, c'est le wifi qui coûte le plus cher? Ça coûte cher. C'est pas le plus cher, mais ça coûte plus cher qu'en France. OK, tu pourrais nous dire le prix? Moi, je paye 4 000 yens. Ça doit faire à peu près là, le cours du yen est très, très bas. La politique, monétaire japonaise est à notre avantage actuellement. Donc je pense que ça doit faire entre 25 et 30 € si je dis pas de bêtises, par mois, ce que je trouve assez élevé. On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé pendant ton PVT au Japon qui ne te serait certainement pas arrivé en France? Comme je disais, j'ai quand même développé une petite passion, pour les onsen et j'ai fait un voyage à Hokkaido, donc l'île tout au nord, donc sous la neige en février. Et en fait, au Japon, il reste très, très peu de onsen naturels et mixtes puisque généralement, c'est des établissements, publics et j'ai eu la chance, de me baigner dans un des rares onsen mixtes. Donc en fait, c'était une situation assez cocasse puisque donc je me suis baignée dans une source chaude sous la neige, nue, avec des gens de sexe opposé, donc tous ensemble nus. Sauf qu'en fait, le onsen est en face d'un lac où il y a plein de doigts qui en fait se baignent dans le lac puisqu'il y a la source chaude. Et donc autour de nous qui étions nus, il y avait des photographes habillés qui prenaient des photos doigts. Donc je pense que de l'extérieur, ça devait donner un sacré tableau. Donc ça, je pense pas que ça me serait arrivé en France. Mais c'était une expérience très agréable et c'était magnifique puisqu'on a vu le coucher de soleil, voilà, avec le bruit des oies, le bruit des clics d'appareils photo, voilà, dans la source chaude. Et au final, après plusieurs expériences d'onsen, j'ai réussi à me mettre dans un onsen nu avec voilà, des personnes de mon sexe et du sexe opposé. Donc c'était cocasse. OK, écoute, image très cocasse pour conclure cet épisode. Merci à toi Camille pour ton partage et plein de bonnes choses pour la fin de ton PVT. Merci. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.